Merci à Christina et à Julie pour d'abord pour cette invitation. Mon propos va aller un petit peu faire un peu contrepoids, si je puis dire, sur d'autres formes cinématographiques que celles qu'on vient de voir, moins politiques en apparence, parce que plus poétique, mais qui à mon avis évidemment rejoignent évidemment un propos politique et qui va aussi aller dans le sens de ce qu'a dit ma sœur ce matin. Donc mon objet, pour le circonscrire, ce sont mon territoire, en fait, donc ce sont des pratiques artistiques filmiques, c'est-à-dire j'entends par là des films faits par des artistes, donc pas nécessairement pas des films faits par des cinéastes, qui sont donc sur ces 10 dernières années, ou ces 5 dernières années, donc des films vraiment très récents, sur le territoire de la Seine-Saint-Denis, et plus particulièrement la première petite couronne, Pantin, les Lilas, Bobigny. Saint-Denis, et qui sont des pratiques qui, d'un point de vue de leur production, sont soutenues donc par des centres d'art associatifs locaux, des associations telles que l'espace Chiasma au Lilas ou les laboratoires à Aubervilliers, des projets qui sont souvent menés dans le cadre de résidences donc, de ces artistes sur le territoire. Alors cette production, on va le voir, elle est attentive au processus de fabrication des images. C'est une production qui problématise le pacte auteur-personnage. Je fais un peu une synthèse de mon propos et des enjeux. Donc une attention donc, au processus de fabrication des images, une problématisation du pacte auteur-personnage. Pacte qui, je vais y revenir rapidement, demeure l'impensé de l'ensemble du cinéma de fiction mainstream et ouvre ce pacte justement à la négociation et laisse une place par là même à la production de soi. Alors ces formes que je vais présenter empruntent plus souvent le chemin du récit, c'est la raison pour laquelle j'ai aussi intitulé mon titre Chemin de traverse, dont le sous-titre était d'ailleurs et parcours, récit et imaginaire des villes dans quelques pratiques documentaires en périphérie. Donc ces chemins de traverse, eh bien, ce sont le plus souvent des chemins du récit. J'entends par là un récit contre l'image, ou du moins contre une certaine forme d'image, donc quelque chose qui, en esthétique, relève plus de ce qu'on appelle la diégésis plutôt que de la mimésis, hein, plutôt de la narration, du narrative form plutôt que de la représentation. Et donc, par là même, par ces chemins du récit, ces films donnent à voir des images plus diffuses et secrètes de la ville, des images plus patientes aussi, des images qui sont tissées par les rencontres, les usages et les appropriations qui s'y nouent. Alors je tenterai de montrer rapidement, parce qu'on n'a pas trop le temps, mais en tout cas qu'elles font, me semble-t-il, entrer ces images dans le champ du visible, quelque chose qui serait un genius loci, c'est-à-dire un génie du lieu, quelque chose ignoré du visiteur pressé, des micro-territoires en fait résistants, des micro-territoires mobiles qui déjouent toute tentative d'assignation. Et en fait, ces pratiques, en creusant la valeur d'usage des territoires via la parole de ceux qui les investissent, remettent, me semble-t-il, in fine en question la légitimité des représentations autoritaires construites depuis l'extérieur, y compris les représentations cinématographiques, et proposent par là même de nouveaux modes de participation pour une autre conception de l'espace public. Ceci étant posé, je voudrais rapidement revenir peut-être sur le ressort idéologique qui anime ce qu'on appelle le cinéma de banlieue, ou tel qu'il se manifeste dans le cinéma dominant mainstream, et tel qu'on a pu le voir ces dernières années, donc récemment avec le film Intouchable, ou il y a une dizaine d'années déjà, avec l'esquive d'Abdelatif Kechiche. Donc au-delà du simple commentaire en fait sur ces succès commerciaux, c'est pas tellement mon propos, c'est plutôt finalement l'occasion ici de questionner les enjeux de la fiction et du mode fictionnel dans la représentation, et l'occasion aussi d'analyser l'évolution en matière de clichés sur l'imaginaire des banlieues. Donc la première remarque rapidement, elle concerne l'idéologie, c'est-à-dire que dans ces films et dans ce qu'on appelait le film de banlieue, on constate que l'opposition de classe, que ce soit d'ailleurs d'un point de vue diégétique ou extra-diégétique, est toujours vue depuis la classe dominante. Alors je vais peut-être aller assez rapidement sur les exemples, on pourra y revenir, mais c'est juste pour poser comme ça quelques points. Dans Intouchable, c'est évident. Dans l'esquive, c'est plus subtil et moins clivé. Ça l'est beaucoup moins en revanche dans le dernier film de Kechiche, La vie d'Adèle, qui est caricatural dans la manière dont il présente le clivage social.
Et finalement, sur l'esquive, ce qui est intéressant, c'est plus la manière dont il a été reçu que finalement le film en lui-même, parce que finalement, l'esquive, quand on y regarde de près, c'est un film qui parle surtout de l'adolescence et du langage. Et la cité des Francs-Moisins de Saint-Denis, quant à elle, est plutôt filmée comme un ensemble architectural qui joue surtout finalement le rôle de décor et de scène théâtrale, à même d'accueillir la pièce de Marivaux, qui est le fil conducteur du film. Donc finalement, dans un film comme l'esquive, les enjeux sociaux, culturels et urbains sont finalement en arrière-plan, même si une certaine réalité sociale est présente en creux, avec notamment le père de Grimaud, un des héros qui est en prison au travers de la scène d'arrestation. En revanche, ce qui m'intéresse plus, c'est une forme de malentendu dont sa réception a fait l'objet, qui apparaît tout à fait significatif, voire assez symptomatique. C'est-à-dire qu'en fait, on a aimé voir dans ce film une ode à la créativité des jeunes de banlieue, une réhabilitation de la langue des cités sous la caution bienveillante de Marivaux, qui finalement postule une équation entre la richesse de ces deux langues. Et finalement, ce que l'on voit et ce que l'on retient du point de vue de l'esthétique de la réception, c'est qu'on a finalement un film qui met surtout en scène une relation à la culture légitime et qui, d'une certaine manière, figure la clôture. Alors, on en trouve d'autres, hein, et notamment, il y a un film récent de Régis Soder en 2011 qui s'appelle Nous, princesse de club, qui est une forme de version documentaire de l'esquive, qui remet aussi en scène cette relation. C'est-à-dire une relation finalement à la culture légitime, où ce qui est figuré en creux, c'est l'idée que le salut et la réussite vient évidemment de son acquisition, ou finalement vient de sa capacité à se l'approprier, ou si on n'arrive pas à se l'approprier, de sa capacité à la compenser. Et quand des films, par exemple, suggèrent une appropriation improbable, je pense notamment dans Entre les murs, le film de Laurent Canté, à la scène finale de la République, sur la République de Platon, où une des élèves de la classe dit qu'elle a lu la République de Platon, et bien donc, scène effectivement complètement fictive et improbable, et bien en fait, cette scène a subi de violentes critiques de la part de la communauté éducative. Donc c'est assez intéressant de voir ce qui se cristallise et ce qui se noue autour de cette culture légitime, parce que finalement, que la réussite soit réelle ou simulée, ou qu'il y ait échec, on voit très bien que le point névralgique se situe toujours et précisément à cet endroit. Et c'est à cet endroit justement où se joue cette confrontation du jeune de banlieue à la culture légitime, qui vaut toujours comme rencontre avec la culture, qui vaut toujours comme une traversée de l'autre côté du miroir, et qui assimile la rencontre avec la culture dominante à un rite initiatique, à un rite de passage. Et donc, on a pu dire qu'effectivement, il y avait une image inversée ou renversée après les années 90, dominée par des films comme La haine, autour des émeutes, etc. Mais finalement, il me semble qu'on a ici un cliché qui relève du même segment, à savoir que finalement, du jeune sauvageon des années 80-90, qu'on avait dans Debout et de fureur, dans La haine, et qui est sans espoir d'un avenir, on passe aux jeunes, et là c'est la figure évidemment du héros joué par Omar Sy dans L'Intouchable, aux jeunes, malicieux, smart, généreux et sympa, pour lequel finalement un horizon devient possible, et cet horizon est finalement celui qui est figuré par la fiction. Hein, et donc c'est un peu long, mais c'est là que je voulais en venir, c'est que finalement l'arc, ce qu'on appelle dans le cinéma l'arc des personnages, rejoint finalement l'arc de la fiction, c'est-à-dire qu'ici la fiction figure une réalité possible, un devenir, et ce devenir c'est toujours celui d'un salut ou d'une issue, d'une sortie par contact venue de l'extérieur avec la culture dominante. Mais évidemment, dans cette pseudo-mutation, on voit bien que c'est bel et bien le même ressort idéologique qui est à l'œuvre, celui finalement d'un particularisme culturel, pour ne pas dire parfois anthropologique, du jeune des cités, tantôt violent ou agressif, tantôt malicieux, mais qui ne peut connaître de toute façon de salut que dans le franchissement de la clôture, en échappant par là même à son destin de jeune de banlieue. Donc finalement, on a ici le même cliché qui est présenté de façon positive et non discriminante, mais c'est toujours le cliché d'un particularisme, ici en la matière, la créativité, la malice, l'humour, la générosité, qui joue ici comme qualité compensatoire à un défaut de culture légitime. Et finalement, l'énergie positive véhiculée dans ce cinéma des années 2000-2010 vient se substituer au fatalisme antérieur du cinéma des années 90. Et donc finalement, si on voit que au tournant des années 2000, des lieux et des pratiques comme le théâtre ou l'école, ce qui apparaissent, c'est le cas dans l'esquive, c'est le cas Entre les murs, qui est tourné dans le 20e arrondissement, mais qui rejoint
préoccupation, qui représente tout de même un tournant, parce que finalement, le récit de la jeunesse au lycée est un des thèmes majeurs du cinéma bourgeois, donc c'est intéressant de voir que maintenant on peut filmer l'école en banlieue, mais finalement, il y a quelque chose d'un peu pervers dans ce déplacement, parce que quand on filme l'école ou le théâtre, c'est souvent pour figurer finalement une utopie de réussite sociale par l'acquisition de la culture dominante, ou alors par le spectacle, un petit peu comme dans l'Esquive, cette idée au fond que l'art rend la vie meilleure et peut nous sauver du désastre. Donc finalement, on assiste ici à une sorte de tyrannie de la réussite, que l'on retrouve, me semble-t-il, mais ça c'est un avis personnel, aussi autour de la culture rap, ou du stand-up, ou du one-man show, qui revient finalement, in fine, à louer les valeurs libérales et fondamentalement inégalitaires et élitistes de l'exceptionnel, de l'héroïsme et du mérite individuel. Ce sont des représentations finalement qui cherchent l'exceptionnel et le remarquable, et exaltent, et là je rejoins ce que vous avez dit ce matin, et exaltent l'individualisme libéral. On en a une version assez, pour moi, nauséabonde dans un film qui s'appelle Tout ce qui brille, de Géraldine Nakache, que je trouve absolument insupportable sur cet égard, car qui, sous couvert d'une pseudo-critique, conçoit finalement la réussite du jeune de banlieue dans une adhésion aux valeurs libérales. Alors la deuxième remarque, j'irai plus rapidement, elle est plus idéologique, elle est esthétique, mais elle découle de ce que je viens de dire, c'est la conséquence en fait de ce fondement idéologique de la représentation, et c'est l'endroit où le cinéma de fiction dominant est sans doute le plus discutable, c'est qu'effectivement le cinéma de fiction repose sur un pacte auteur-personnage fondamentalement inégalitaire et qui de fait reconduit la discrimination, car finalement le jeune de banlieue n'entre dans le champ de la représentation, n'a droit à la lumière du cinéma que dès lors qu'il possède les qualités suffisantes qui l'autorisent, en dépit de sa marginalité et de sa différence, à entrer dans le cénacle de la culture dominante, que s'il atteste d'un caractère finalement, là encore, suffisamment exceptionnel ou hors du commun pour entrer sous les lumières des cinémas. Et donc c'est toujours depuis le dehors d'un territoire et d'une culture que le regard est ici posé et qui présente toujours peu ou prou le personnage tel qu'il est perçu et non jamais véritablement tel qu'il se perçoit lui-même. Ainsi finalement cette clause d'exceptionnalité qui fait que du coup le jeune entre dans le champ de la représentation cinématographique, donc cette clause d'exceptionnalité elle est doublement inégalitaire. Premièrement, parce qu'elle repose sur les valeurs de la classe dominante libérale et fait fi des autres valeurs qui viendraient la contredire. Et là, j'y reviendrai notamment aux valeurs de sociabilité et de valeurs communautaires, dont on a parlé aussi ce matin. Et puis, deuxième inégalité, cette clause d'exceptionnalité, elle ne s'applique évidemment pas à ceux qui appartiennent de naissance à la classe dominante, dont on sait que non seulement ils n'ont jamais à faire preuve de leur talent, pour justifier de leur position sociale, mais qu'ils ont même le droit à la médiocrité. Alors, du coup, derrière finalement ce mode opératoire se tient en fait un préjugé bien tenace, et c'est ce préjugé que j'ai tenté de repérer à la racine que je voudrais ici déconstruire ou contredire. Ce préjugé bien tenace, celui selon lequel les gens de banlieue sont démunis, sans culture, et par là même que leur salut ne pourrait venir qu'en adhérant aux valeurs de la classe dominante. Et là, évidemment, on rejoint la culture du pauvre. Alors, j'en viens maintenant à ces films, donc, à l'opposé donc de ce schéma, je souhaiterais montrer et rendre compte donc cette production dont je parlais en introduction, qui s'applique elle tout à l'inverse à l'ordinaire des villes et des vies, et laissant apercevoir la richesse toujours singulière qui habite des subjectivités discrètes et sans éclat, et les usages et les micro-gestes par lesquels ces subjectivités résistent. C'est une représentation, on va le voir, qui ne s'appuie jamais sur l'exceptionnalité, mais sur les singularités ordinaires des habitants qui peuplent ces territoires. Une représentation qui se moque du dehors et s'attache au dedans. Une représentation, en fait, qui ne se construit pas sur l'idée de clôture et de passage, et qui, en cela, en fait, s'attache à des récits d'émancipation individuelle d'une toute autre nature, et à mon sens bien plus subversif, en ce qu'ils ne prennent pas la forme d'une adhésion à la culture dominante, mais dans ce que j'appellerais une appropriation située. Alors cette posture implique en premier lieu un choix esthétique fondamental, c'est celui du documentaire contre la fiction, pour des raisons qui
qui découle de ce que je viens de dire. Alors pas au sens dogmatique et essentialiste, hein, qui stipulerait que toute fiction est manipulatrice et que le documentaire est nécessairement du côté de l'authenticité et du vécu, mais au sens plutôt où la pratique documentaire est justement sous-tendue par un pacte auteur-personnage que le plus souvent la fiction dénie, celui précisément d'une coécriture, d'une invention de soi devant la caméra, d'un choix dans les postures montrées et dans les propos racontés. Donc un espace dans le documentaire où la représentation est ouverte à la négociation et à la production de soi et par là même à l'altérité. Un espace de la mise en scène de soi par soi contre la mise en scène de soi par l'autre. Un espace, autrement dit, où quelque chose de soi peut s'inventer, se dire et se déplacer, quand précisément le cinéma de fiction ne semble autoriser qu'un seul déplacement à ces personnages, celui dans lequel ils vont s'arracher à la périphérie pour franchir la clôture et rejoindre le centre. Donc un espace pour une représentation choisie et non imposée, et qui ne s'instaure pas, et ça c'est très important, qui ne s'instaure pas pour autant dans une simple économie du témoignage ou de la parole, au sein d'un documentaire reflet, mais qui fait le pari et prend le parti de l'art et d'une certaine poétisation du réel. Alors l'enjeu ici, c'est d'avoir justement une production filmique qui joue finalement la poétisation contre la fictionnalisation et qui oppose au devenir possible et transcendant de la fiction le devenir réel et immanent de la poétisation. Et une position qui déplace les sens tant esthétiques, sociaux que culturels et politiques. Car mettre en avant l'ordinaire des vies en montrant les trajets, les espaces parcourus, les imaginaires, les lieux refuges, c'est finalement faire valoir tout autre chose, des valeurs partagées et non pas une exceptionnalité, et des valeurs partagées qui ouvrent sur un droit à l'égalité, au partage et dessinent les contours d'un monde commun possible. Alors le premier film dont je vais vous parler, l'essentiel parce que sinon ça va être trop long, Images trouvées, donc le protocole est le suivant. Donc l'artiste a glissé dans des livres choisis au hasard d'une dizaine de 14 bibliothèques de Seine-Saint-Denis un carton portant l'inscription suivante: si vous trouvez cette image, veuillez écrire à l'adresse suivante. Et donc les personnes ont, voilà, je parle pas forcément, je lis pas ce qui est écrit, mais les deux se complètent. Et donc les personnes ont répondu, et ça c'est le début du film, hein, c'est les écrans, les captures d'écran. Et plutôt que super, merci. Plutôt que de filmer d'emblée en fait les lecteurs ayant spontanément répondu, et ce à quoi ils ne sont pas nécessairement prêts, elle enregistre, donc Sabine Massenet, je vais dire son nom, pardon, Sabine Massenet, enregistre d'abord des entretiens, une délicatesse qui est somme toute précieuse dans un monde documentaire qui est parfois prédateur. Et le film, en fait, est entièrement construit, en fait, sur les voix off de ces personnages et donne à entendre les récits de lecteurs qui nous livrent leur rapport aussi intime qu'essentiel à la lecture. Et ensuite, elle va les filmer, donc elle les enregistre en un premier temps, elle les filme ensuite. Voilà ce qu'elle écrit: nous avons pris un deuxième rendez-vous pour que je les filme, dans un lieu de leur choix, dans la ville où ils vivaient. Je suis ensuite retournée seule ou accompagnée d'Hassel Ferrani, filmer ces lieux sans qu'il ne soit là. J'avais déjà fait des choix pour la prise de vue, travailler toujours avec un pied, faire des plans longs. J'avais aussi décidé que l'on entendrait en off des fragments des récits des lecteurs. Pour être audible, l'image devait avoir une certaine stabilité. Et je clique, qu'est-ce que je suis pas douée, je dois appuyer. J'ai essayé, ça ne va pas marcher pour moi. Voilà, c'est les images, je vais vous montrer les extraits du film, et c'est une installation donc, qui a été présentée à l'espace Chiasma. Donc il y a deux images, donc c'est très bon. Finalement, ça prend la forme du livre, hein, des deux pages. Voilà, et donc là vous avez une vue de l'installation donc, qui a été présentée à l'espace Chiasma au Lila. Alors je vais vous montrer maintenant un extrait donc, du film. Je fais pour le DVD. Je ne sers que des Macintosh.
J'étais à l'école parce que j'avais préparé mon... I worked at Canadian University and the old media project I presented today radio is the urban area. C'est bon, bien. Alors, on commence à 14h46. Aussi, je vivais une incompréhension de la part de mes adultes comme elle. Mais c'était pas aussi catastrophique parce que moi, j'avais la possibilité de lire où et quand je voulais. On m'a pas imposé de scolarité. On m'a demandé d'aider mon frère. Donc voilà. Je ne savais pas avoir une scolarité quand c'est un petit enfant de bas âge. Sinon, c'était où tu t'occupes du petit frère, où tu vas travailler au magasin. In what follows, I will do precisely, I will briefly identify the first mistakes in the 20th that intersect with the one of the vertical project that has been designed to address fire. The second thing I will do is I will just explain the concept as well. Okay, so the first cliche, I had to go ahead and follow the whole group. I'm pretty sure that the Alors, avec un temps comme ça, j'aime bien être dans le jardin calme, légèrement ombragé, genre un petit bois, où il ne fait pas froid, il ne fait pas chaud, il y a le bruit des oiseaux. Voilà, le plus naturel possible. En général, seul, pour ne pas être déconcentré, et puis vraiment mot à mot. Quitte à revenir en arrière pour relire 2-3 lignes s'il le faut, mais notamment, je lis pas en biais. C'est vraiment moi et le livre et l'auteur. On y est vraiment tous les trois. Il faut qu'il y ait une harmonie. Pour moi, c'est le cadre qui est important. Je vais faire quelque chose de violent, je passe. Sinon, on va faire entendre quelques voix en fait. Donc là c'est Soda, on a entendu Estelle et là c'est Soda. Il y a à peu près 10 minutes par personnage. Le film fait 45 minutes. Il y a je crois qu'ils sont 6 sur une cinquantaine de minutes. Un livre, c'est un livre. Je laisse vaguer mon imagination. Il y aurait un échec quelque part, s'il y avait une image, parce que mon imagination s'arrête. Donc je ne peux plus aller au-delà de ce que j'ai envie d'imaginer. Une image, ça marque un temps de pause. Et je serais un peu déçu de l'histoire que je m'en faisais, de la jouissance en quelque sorte, que j'ai du livre. Il y a des livres avec des scènes qui se passent et j'ai comme un effet de déjà vu. Mais en réalité, j'ai lu. Télé-lecture, ça dépend. Ça dépend parce que, franchement, la télé, c'est utile par rapport aux informations, etc. Mais je ne suis pas bloquée dessus. J'écoute plus ça à la radio. La télé, c'est l'image, ça prend la vie, ça occupe un espace. Mais je ne suis pas concentrée sur la télé. Elle reste à nous. On va dire, c'est imagé. Les images circulent, ça donne une certaine vie. Je peux laisser la télé allumée et lire mon livre, par exemple. Et d'ailleurs, ça va avec. En même temps, ça a été toujours comme ça. Je viens d'une famille nombreuse, le bruit fait partie de mon quotidien. 7 enfants.
Je suis la deuxième. Et jusqu'à présent, j'arrive à me concentrer sur un livre tout en ayant du boulot autour, sans souci. J'ai eu une jeunesse imbécile, de ce qu'on appelle les racailles, une adolescence imbécile, parce que je pense que ma vie aurait été complètement... Mais effectivement, moi j'ai eu la chance de faire cette grande rencontre et donc de régulièrement retourner dedans, quoi. Je lisais quand j'étais adolescente les séries noires ou les romans à la mode, enfin ce genre de trucs. C'est par hasard que j'ai découvert un bouquin que je croyais être un polar, que ma mère m'a offert d'ailleurs. Je veux que le m'incinère avec parce que ça fait partie de ces événements touchants dont je parle rarement parce que j'ai pas envie qu'on se moque, parce que je trouve que c'est admirable. Elle m'a offert Crime et Châtiment en pensant que c'était un polar. C'est un polar. C'est un polar. J'ai jamais lu un meilleur polar que Crime et Châtiment, et c'est pas rangé dans les polars. C'est le premier livre littéraire que j'ai jamais lu. Ça m'a transcendé. Le monde, pour moi, voilà, une fissure extrême dans le monde. Je me suis retrouvée au bord d'un ravin, d'un gouffre. Je me suis dit, oh là 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 là. Et là, je me suis mis à lire tout Dostoïevski, puis Blaise Cendrars, Céline, des voyages dont on revient pas. J'ai rien à y mordre. Ça ne m'intéresse pas ce qu'il raconte. Soit c'est des choses que je connais trop bien, pas des arguments. Marcel Aimé, des noms qui me semblaient un peu vieillots, ridicules. C'est bête. Je me disais, ça doit être un con. Je n'aime pas beaucoup la littérature française actuelle. J'ai rien à y mordre. Ça ne m'intéresse pas ce qu'il raconte. Soit c'est des choses que je connais trop bien, c'est la vie quotidienne. Je me lève, je déjeune, je prends ma douche. Ou alors parfois il y en a qui prennent leur douche avant de déjeuner, c'est la belle affaire. Ils n'arrivent pas à m'accrocher, ni dans leur langue, ni dans leur thème, ni dans leur manière d'explorer le thème. Parfois des histoires qui ne m'intéressent pas, mais l'écriture me tient. Alors, j'avais encore un autre extrait de Signe, mais je vais peut-être avancer pour aussi faire peut-être le temps aussi de vous en montrer un autre. Alors, il y a évidemment beaucoup de choses à dire, mais je pense que vous les avez aussi entendues. Que c'est bien, on a évidemment ici des témoignages qui tordent le cou à bon nombre de clichés, au passage, mine de rien. On voit une pratique de la lecture répandue, on entend la possibilité de s'isoler, même quand on est dans une famille nombreuse. Sur Ossine, qui est le dernier que je vous ai montré, il évoque une transmission de la culture par le conte dans sa famille. Donc on voit d'abord les points, j'ai relevé les 4 points. L'idée que la lecture ici constitue un lieu à soi, en fait, et donc ces témoignages donnent à entendre, en fait, et à avoir des stratégies d'isolement, finalement, que la lecture matérialise, l'espace de la lecture comme lieu à soi et comme lieu de construction du soi, donc comme lieu, par là même aussi d'émancipation, et on voit comment cette mise à l'écart peut se faire au milieu des autres, et donc ça va évidemment à l'encontre de cette idée du franchissement de la frontière dont je parlais tout à l'heure, qui est l'arc dominant du cinéma de fiction. Donc comment cette mise à l'écart peut se faire au milieu des autres. C'est Soda qui dit qu'elle a l'habitude d'avoir du monde et du